Clémence de Clavière, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, citez-moi une personnalité que vous admirez, en secret peut-être, et que vous rêveriez de rencontrer. Alors, je vais vous donner un nom qui va peut-être vous amuser, mais tout simplement la reine d'Angleterre. J'ai vécu à Londres pendant 3 ans et j'ai vu à quel point elle pouvait fédérer autour d'elle les Anglais. J'étais notamment en Angleterre, à Londres, au moment du mariage d'Harry et Meghan. Bon, on sait tout ce qui s'est passé depuis, mais j'ai quand même été assez épatée voilà, de sa façon de la liesse qu'il pouvait y avoir autour de tout ça. Et puis, on a l'impression que voilà, tout bouge autour d'elle. Brexit, Covid, les demandes d'indépendance de telle ou telle région. Et malgré tout, elle est là, tel un roc. Et je trouve ça assez impressionnant. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Clémence de Clavière, qui est directrice générale du Bottin Mondain, donc un annuaire qui recense des milliers de familles françaises, et ce depuis 1903. Comment est-ce que vous définiriez, vous, Clémence de Clavière, le Bottin Mondain? Est-ce que c'est un annuaire, comme je viens de le dire un peu trivialement? Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que c'est un objet? Qu'est-ce que définissez-le-moi selon vos mots? Il y a un petit peu de tout ça. En fait, alors, il a souvent été défini comme un annuaire, puisqu'à l'origine, en 1903, quand il a été créé, il s'agissait en fait de répertorier les personnes qui avaient le téléphone, tout simplement. Les personnes qui voulaient faire commerce. Donc au départ, le Bottin Mondain s'appelait, son titre initial était l'annuaire du commerce. Et puis peu à peu, ce statut a évolué au fil, au gré de rachats. En fait, le Bottin a racheté des concurrents. Et ce Bottin s'est enrichi en fait de, 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 de personnalités différentes, et peu à peu c'est devenu un annuaire familial. Donc je dirais que au-delà d'un simple annuaire, maintenant ce qu'on a, c'est plutôt en fait 40 000 familles qui ont toutes des liens entre elles, qui sont certes, leurs noms sont certes juxtaposés les uns aux autres, mais tous ces noms prennent sens les uns par rapport aux autres. En fait, ils n'auraient pas de sens les uns sans les autres. Ce sont des familles qui ont des liens inextricables. Et donc, au-delà d'un simple annuaire papier, qui est évidemment notre totem, c'est surtout une communauté, en fait. Un réseau de personnes qui partagent des valeurs communes et qui souhaitent les maintenir, les défendre, les transmettre à leurs enfants. Enfin, voilà, c'est surtout ça le Bottin. On reviendra tout à l'heure, Clémence de Clavière, sur cette notion de réseau. Votre relation personnelle à vous avec ce fameux totem, vous avez dit, c'est quoi? À quel moment vous avez pris conscience qu'il existait quelque part dans la maison familiale? Oui, alors parce que j'ai toujours connu le Bottin chez moi, chez mes parents, grands-parents. Donc bon, c'est un objet que j'ai toujours vu. Alors après, quand on est enfant, pour être honnête, on s'en préoccupe absolument pas. On commence à prendre conscience du Bottin quand on commence à sortir les premières soirées. On rentre de soirée, on s'amuse à regarder ah ben, un tel est cousin avec un tel. On essaie de trouver des liens de parenté. Voilà, c'est ce qui est assez amusant. Et puis, la vraie conscience du Bottin, elle arrive quand, je dirais, quand soi-même, on construit sa famille, on devient responsable, on a les responsabilités d'enfant. Et là, tout à coup, on se dit, tiens, bah, le Bottin, c'est pas si mal. Moi aussi, j'aimerais transmettre certaines valeurs à mes enfants. Enfin, je crois que là, ça peut parler à pas mal de parents qui, tout à coup, prennent conscience que on a envie de transmettre certaines valeurs à ses enfants. Voilà. Mmh. Vous, Clémence de Clavière, vous êtes DG du Bottin. Comment est-ce que vous êtes devenu DG du Bottin? Pourquoi vous? Et quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes DG d'ailleurs de ce gros livre ancestral? Alors pourquoi moi? En fait, ça s'est fait au gré d'une rencontre dont j'ai été approchée banalement par un chasseur de tête qui a joué avec moi sous forme de devinette.
qui m'a parlé voilà, d'un projet assez stimulant, un vrai défi à me lancer dans ma vie. Et puis, il m'a proposé de rencontrer le propriétaire du groupe HM Édition, qui est Antoine Hébrard. J'ai rencontré Antoine Hébrard, qui m'a parlé de son projet donc de faire entrer le bottin dans une nouvelle ère. Et le projet m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé le défi très intéressant. Et je viens moi-même, en fait, je crois que ce qui a plu à Antoine Hébrard quand il m'a rencontré, c'est que je viens moi-même du monde de l'édition. J'ai travaillé enfin, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'édition. J'ai une formation initiale en histoire, je suis médiéviste de formation, donc nécessairement pour le bottin, je pense que c'est important. Et puis, mes précédentes fonctions m'ont amené à travailler sur la construction de contenu de marque. Je travaillais pour Relais et Château. Précédemment, j'étais la responsable éditoriale de la marque. Donc tous ces éléments conjugués, et puis mon envie en fait voilà, je venais d'un groupe positionné au niveau international. Et là, je crois que j'étais, comme beaucoup de personnes qui arrivent à l'âge de 40 ans et plus, et puis on se pose des questions, on se dit, bon, c'est très bien ce que je fais, mais là, maintenant, j'aimerais, comment dire, peut-être travailler dans... Enfin, moi, là, j'avais envie de travailler dans une entreprise de plus petite taille, de pouvoir prendre les rênes, ce qui m'a été offert par Antoine Hébrard, et puis d'essayer de construire quelque chose de nouveau avec cette belle communauté du bottin. Vous avez évoqué, vous avez dit, Clémence de Clavière, faire entrer le bottin dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et par ailleurs, comment est-ce que ce fameux bottin évolue depuis donc, sa création en 1903? Oui, alors le bottin, il est vrai, par sa forme, on pense tout le temps au bottin papier. On pourrait croire que le bottin n'a pas évolué. En réalité, le bottin s'est toujours adapté à son temps, tout en véhiculant le même message, en fait. Je pars du principe, en fait, que quel que soit le support, c'est pas tant le support qui va compter, c'est le message qu'on veut véhiculer. Si bien que, avec les nouvelles technologies qui nous sont offertes, moi, j'y vois une opportunité formidable, c'est-à-dire que on a maintenant non seulement la possibilité de proposer nos contenus sur du papier, mais également sur du numérique. En fait, c'est formidable et les deux sont absolument complémentaires. On ne va pas s'adresser aux mêmes personnes, c'est pas le même type de lecture. Être inscrit dans le bottin papier, il y a une certaine fierté à ça, et on ne remplacera pas le papier à ce niveau-là. En revanche, ce que vont nous apporter tous les nouveaux supports digitaux, c'est qu'on va pouvoir toucher les nouvelles générations qui sont moins attirées par le papier, ça c'est certain, et c'est pouvoir offrir de nouveaux services via le digital. Mais le contenu, enfin les valeurs qui sont véhiculées restent les mêmes. Voilà. Et ce mot de réseau que vous avez employé tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire le bottin mondain, c'est un réseau, papier, mais une grande famille, vous avez dit aussi, mais ça peut effectivement, par le biais du digital, devenir un réseau social de la même manière. Pardon de citer d'autres choses qui me font penser un petit peu à ce que pourrait être un bottin mondain digital, mais à des réseaux comme gens de confiance ou de bouche à oreille ou des choses comme ça, c'est-à-dire un cercle de gens qui se ressemblent dans plusieurs mesures et qui peuvent communiquer entre eux et se rencontrer. Oui, oui, oui. Alors, en fait, on a cette volonté-là. On offre déjà la possibilité à nos membres de s'échanger principalement des nouvelles familiales, tout simplement tout ce qui est annonce de naissance, de mariage, de fiançailles, d'ordination, de décoration, etc. Donc, les membres se donnent déjà des nouvelles sur tout ce qui est annonce familiale. Et puis, on a également un volet de petites annonces qu'on a prévu de développer. Après, bon, vous faisiez une comparaison et il est légitime de la faire, mais nous, on a une volonté de rester, comment dire, une communauté
relativement cohérente. On a à peu près 40 000 familles à l'heure actuelle et on ne veut surtout pas grossir. Enfin, grossir. C'est-à-dire que la communauté, on y a réfléchi, on est parti du principe que il n'était pas question d'essayer d'atteindre 1 million d'utilisateurs, ou enfin voilà, de façon à ce que la communauté reste cohérente. En fait, elle a un sens du moment qu'on sait que il y a toujours un lien entre les membres. On est de loin en loin, il y aura toujours une connaissance commune. Voilà. Et c'est ce qui assure une certaine garantie au sein de cette communauté. Ce que vous me dites entre les lignes, Clémence de Clavière, c'est que l'audience et l'envie d'avoir du chiffre, de plus en plus de monde dans sa communauté, pardon, ça peut nuire au socle familial, si je puis dire. En fait, nous, c'est notre principe. Voilà, nous, on part du principe que on peut rapidement perdre l'essence même de la communauté si on l'ouvre trop. Après, cela n'empêche que à terme, notre souhait, là pour l'instant, on est dans un objectif d'offrir de nouveaux outils à nos membres. Ça, c'est une chose. Mais à terme, on souhaite aussi parler au-delà de la communauté des membres du BM. Donc, on aura aussi à terme des offres leur étant destinées, puisque toutes les questions de savoir-vivre, etc., peuvent intéresser tout un chacun. Dernière question, Clémence de Clavière, cette notion de sélectionnabilité, si on ne souhaite pas spécifiquement élargir un cercle existant, en tout cas trop l'élargir, comment est-ce que ça se passe en coulisses quand voilà, monsieur veut entrer dans le bottin mondain, il fait la demande et ensuite en coulisses, qu'est-ce qui se passe? Alors on a un comité de rédaction composé en fait de pairs. Hein. On a des historiens, des généalogistes. On a un comité qui se charge de vérifier la validité des demandes. Ça fonctionne en fait. Il y a différentes possibilités pour intégrer le bottin. C'est-à-dire que soit nous, le bottin, nous faisons la démarche de proposer à des personnes qui nous semblent complètement rentrer dans les critères, qui nous semblent apporter leur pierre à l'édifice. Et puis, mais la plupart en fait des candidatures que nous avons nous parviennent par le biais des membres qui se chargent de coopter en fait, qui nous proposent des candidatures, qui parrainent d'autres personnes. Alors généralement, c'est dans leur propre famille. Ça va être leurs enfants, petits-enfants, neveux. Et on privilégie d'ailleurs ce premier cercle. Mais certains vont nous proposer aussi des amis, considérant que ces personnes peuvent tout à fait intégrer le réseau. Et dans ces cas-là, on demande comme on le ferait ailleurs pour un job, par exemple, on demande une lettre de motivation pour expliquer les raisons pour lesquelles on souhaite rejoindre le bottin. Et c'est assez parlant parce que on arrive quand même assez bien à repérer les personnes qui font ça dans une démarche vraiment d'authenticité, de sincérité. Nous, c'est ce qui nous intéresse. On ne cherche absolument pas à faire venir des personnes qui souhaiteraient être dans une ambition de réseau professionnel. Il y a d'autres réseaux qui existent pour ça et c'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est vraiment un réseau familial. Un réseau familial, donc pour les aspects professionnels, vous avez évoqué Antoine Hébrard tout à l'heure, il y a le Wouzwouk par exemple qui recense les personnalités qui ambitionnent de faire du réseau et de rencontrer des professionnels. Merci infiniment Clémence de Clavière d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.